Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Trump qui envisage de faire de Gaza un nouveau Miami. Avant cela, j'ai envie de remercier tous les tipeurs, ça fait extrêmement plaisir. 80 € pour 9 tipeurs. Alors je veux remercier Yann, je veux remercier Seykouk, je veux remercier Farida Azoug, je veux remercier Rico. Je veux remercier Néo, je veux remercier Charlie, je veux remercier Framboise, je veux remercier Franklin Gill et je veux remercier Philippe. Et avant de commencer cette réaction, je veux remercier aussi les abonnés. Ça fait extrêmement plaisir, on est bientôt 10 000 sur la chaîne. Alors sur cette première vidéo, je vais vous faire montrer l'incroyable démonstration de l'envers du décor de la Maison Blanche. Et les amis, j'ai un petit jeu pour vous. Que remarquez-vous ? Alors à celui-là qu'aura trouvé le premier, c'est quoi le problème? Dans cette vidéo, je citerai son nom à la prochaine vidéo. Alors vous avez vu les amis, Donald Trump envisagerait de prendre le contrôle du territoire palestinien pour en faire quoi? Un nouveau Miami Beach. Ça nous cite aussi que le président des États-Unis rompt avec des décennies de politique américaine. Mais il rompt avec toutes les politiques du monde. Il nous explique aussi que la bande de Gaza est un endroit qui n'a pas eu de chance, a expliqué le président américain dans une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Et nous, Français, nous, Occidentaux, ça nous choque pas qu'une personne qui a été condamnée et qui devrait être arrêtée se permette de venir dans un pays allié et faire une conférence de presse comme si rien ne s'était passé. Premier dirigeant étranger à être reçu par la nouvelle administration, c'est depuis longtemps un symbole de la mort et de destruction nocive pour les personnes qui ne se trouvent pas à proximité, et en particulier pour celles qui y vivent. Il y a besoin d'un vrai projet pour faire quelque chose de différent, à continuer Trump. Mais j'ai juste une question à lui poser. Qui t'a donné le droit de déplacer la population palestinienne? Personne. La Palestine appartient à la Palestine. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, le vieux chiffon sur sa tête, c'est que les Chinois, ça leur a pas plu. Du coup, la Maison Blanche a rétropédalé après une déclaration choc de Donald Trump. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Changement de ton. 24 heures après avoir dit que des militaires seraient envoyés à Gaza si nécessaire, la Maison-Blanche fait machine arrière. Le président ne s'est pas engagé à déployer des soldats sur le terrain à Gaza. Rétropédalage aussi sur le déplacement de la population. Il ne serait que temporaire, contrairement à ce qu'avait suggéré Donald Trump hier. Je ne pense pas que les gens devraient retourner à Gaza. J'ai entendu que Gaza ne leur avait pas porté chance. Je suis gazaoui. Mon père et mon grand-père sont originaires d'ici. Nous sommes revenus malgré les destructions massives et le manque d'infrastructures, d'eau et de produits de première nécessité. Vous voyez, ma maison a été détruite, mais je peux dormir sur les décombres. Les propos du président américain font réagir jusqu'en Chine. Nous sommes opposés au transfert forcé des habitants de Gaza. Nous espérons que les parties concernées profiteront du cessez-le-feu pour pousser le retour de la question de la Palestine. Sur les projets de reconstruction dans la bande de Gaza, la Maison-Blanche rappelle également que si les États-Unis s'en occuperaient, ils ne seraient pas financés par de l'argent américain, mais étranger. Mathilde Panot explique sur BFM TV qu'elle fera des excuses à Olivier Faure lorsqu'il aura fait des excuses pour avoir fait passer ce budget aussi violent pour les Français. A répondu sur les réseaux sociaux en écrivant
que viendra sans doute, je cite, le moment des excuses. Est-ce que vous vous excusez au nom de LFI pour cette image où vous renvoyez dos à dos? Et je vais même lui donner, Madame de Malherbe, une médaille pour avoir sauvé Emmanuel Macron et son gouvernement. Je vais vous dire, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. La politique est une chose sérieuse. Nous parlons d'un pays dans lequel les enfants ont de nouveau le scorbut. Le scorbut, cette maladie qui avait disparu. Mathilde Panot, nous parlons de choses sérieuses. Je veux dire, tout ça est évidemment dramatique, mais vous pouvez pas me répondre à cela par autre chose. Il faut quand même à un moment lui répondre. Il vous demande des excuses. Je ferai des excuses à Olivier Faure lorsqu'il fera des excuses pour avoir fait passer un budget aussi violent que celui-ci. Et la dernière chose que je vous dis, c'est que ce n'est pas ce visuel que vous trouvez sur l'ensemble des comptes de la présidente de groupe que je suis, mais aussi des députés. Mais écoutez, Madame de Malherbe, combien de fois avez-vous parlé du groupe Facebook dans lequel se trouvent 15 députés du Rassemblement national qui appellent à l'explosion des mosquées, à assassiner des exilés, qui appellent à assassiner le président de la République. Mais ça, c'est pas on va vraiment passer toute cette interview sur un visuel. Mais c'est pas un compte caché. Mais nous n'avons pas de compte caché, contrairement à d'autres. Donc c'est un compte tout à fait officiel. Et je vais vous dire, Sophie Binet de la CGT, elle dit à l'instant qu'elle ne mettra jamais dos à dos l'extrême droite et quelque autre force politique. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Elle se dit même très inquiète de cette stratégie de banalisation. Je viens de vous dire quoi au début de l'interview, Madame de Malherbe ? Moi, je veux bien qu'on continue comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire ? Que vous ne vous excuseriez pas alors qu'Olivier Faure se sent non, c'est pas ça que j'ai dit au début. Offensé. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit double image. J'ai dit il n'y a rien de commun entre le Parti socialiste et l'extrême droite. Exactement la même chose que ce que vous venez de dire. Point. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez passé tout un temps sur... Mais vous ne regrettez pas cette image. Mais écoutez, ce visuel, 1, n'est pas le visuel officiel que vous trouvez sur l'ensemble des comptes. 2, nous ne faisons pas d'équivalence entre les deux. 3, nous disons il y a une responsabilité du Parti socialiste et du RN de laisser un gouvernement dont juste la présence de M. Retailleau aurait dû dès le départ, être un motif de censure. Et je vous le dis les amis, vous êtes pas prêts quand le budget de Bayrou va passer en France. La bande à Marine explique aux Français qui sont contre Emmanuel Macron, et derrière ça, ils ne font rien pour bloquer le budget qui mettra à genoux les Français. Et sur cette troisième vidéo, on reste sur BFM TV. On a Marine Tondelier qui nous explique que si le nouveau Front Populaire enlève des gens, on perd et on condamne la France. Une vraie nuance avec la France insoumise. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, ce soir, malgré le fait de ne pas avoir voté la censure, le PS fait-il, oui ou non, toujours partie du nouveau Front Populaire à vos yeux ? Je ne pense pas qu'il y ait un tribunal qui décide, toi tu sors, toi tu rentres. C'est une volonté commune. Donc en fait, on a ce soir plusieurs chemins. Mais vous dites le PS est toujours dans le nouveau Front Populaire, oui ou non ? Je vais vous répondre. Je vous dis que soit on hurle tous toute la journée, mais quelle catastrophe, c'est terminé. Ah, ils m'ont poignardé, je peux plus les voir. Jamais je serai dans une salle avec eux. Ok, c'est la fin, alors on se le dit. Soit on décide, et c'est la ligne très claire des écologistes, que tout ça est surmontable. Est-ce que ça va être facile ? Est-ce que ça va encore me coûter cher en pizza ? Est-ce que on va galérer pour mettre tout le monde dans la même pièce ? Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, vous vous dites vraiment c'est surmontable ? Mais c'est pas, c'est qu'on va devoir le surmonter. Le nouveau Front Populaire, si on l'étrique, si on enlève des gens, on perd. On condamne la France et les électeurs de gauche, écologistes, et même ceux qui ne votent pas pour nous, mais qui ont quand même intérêt à ce qu'on gagne un jour, à ne jamais connaître ces moments-là, à ne jamais connaître l'application de notre programme et un espoir un peu que ça aille mieux dans leur vie. Sur le nouveau Front Populaire, dans le communiqué de presse, la France Insoumise donc dit interruption du nouveau Front Populaire et dit dès demain, nous allons aller à la rencontre, susciter des discussions avec les partenaires. On a déjà discuté dans la loge de BFM ce soir. Avec Manuel Bompard, c'est un début. On n'a pas besoin de se faire un coup pour dire sur les réseaux sociaux, je convoque qu'on va se parler parce que je l'ai écrit sur Twitter. On se parle. Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau Front Populaire sans le Parti socialiste ? Ce que visiblement souhaite la France insoumise. Le nouveau Front Populaire, c'est 4 forces politiques. Donc c'est pas sans le PS. C'est plus le NFP. Et je vois d'avance, tous les plateaux télé peuvent dire non, c'est lui qui a commencé, mais non, c'est lui. Et c'est moi qui garde le logo. Attends, je t'attaque en justice si tu le mets parce que moi, je vais le mettre aussi. Donnons-nous un spectacle. Ce sera ridicule. Et c'est, vu les enjeux, franchement, moi, ça me fait mal. Et je pense que plein de personnes qui nous regardent à la télé, qui ont mis ce bulletin dans l'urne, sont d'accord avec moi. Donc moi, je vous dis une chose simple. J'ai été chiante cet été. Très chiante. Je le sais. Non. Si. Non. Si. Et donc, je vous fais la promesse de continuer à l'être. Parce qu'en fait, je tiens à ce qu'on a fait cet été et je pense que la plupart des Français sont dans le même cas. C'est comme ça que vous... Et sur cette dernière vidéo, je vais vous laisser avec David Guiraud, qui explique que l'ex-premier ministre, Michel Barnier, complètement coincé sur les finances françaises face à des questions simples.
et élémentaire. Barnier ne sait pas que balbutier et esquiver. Comment un Premier ministre peut être aussi léger sur l'explosion des recettes sur la TVA ? D'abord, permettez-moi de faire un constat, c'est que ce soit dans l'hémicycle ou dans la commission des finances, il y a une curieuse règle mathématique qui s'établit. Quand vous êtes présent, le nombre de députés du bloc central est en général divisé par 3. Alors, vous vous êtes expliqué, notamment, vous avez dit que vous aviez des scrupules ou des hésitations sur les coups de rabot. Il y en a effectivement qui n'en ont pas. Le 9 novembre, je rappelle que Gabriel Attal disait en quelque sorte que c'était votre choix de ne pas faire suffisamment d'économies. La veille, M. Bruno Le Maire, le 8 novembre, évoquait aussi un demi-mot, un manque de fermeté de votre part face à des ministres qui menaceraient de démissionner. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, mais surtout, puisque l'on est sur une situation que tout le monde a décrit comme difficile budgétairement, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est j'aimerais avoir votre retour sur l'évolution des recettes de l'argent issu des impôts. Parce que ce qu'on observe quand même sur les dernières années, c'est que nous n'avons jamais récolté autant d'argent issu des impôts de notre histoire. Donc vous, quand vous arrivez à ce poste-là, à aucun moment vous ne vous posez la question, par exemple, enfin c'est une question, pas un constat, de l'argent issu de la TVA qui a subi une augmentation de plus de 100 milliards d'euros en quasiment 10 ans. Et vous ne vous posez pas la question de la réattribution de cet argent-là. Donc à combien est-ce que vous estimez notamment l'argent de la TVA récoltée, par exemple, quand vous arrivez au poste de Premier ministre, est-ce qu'on peut en faire ? J'ai pas du tout compris votre observation politique sur le nombre de députés présents. Oui, mais enfin, ça c'est de la petite polémique, M. Guiraud. Le bloc central qui reste, M. Guiraud, le socle de majorité relative le plus important, que ça vous plaise ou pas, dans cette Assemblée, est là et n'a pas manqué, en ce qui me concerne. Même s'il y a eu des débats et parfois des désaccords. Que la TVA est augmentée aussi fortement depuis 10 ans, est-ce que c'est un mauvais signal? Non, je ne crois pas. Elle traduit, cet impôt-là en tout cas traduit un niveau de consommation et d'investissement qui est en augmentation. C'est plutôt le signal d'une meilleure santé ou d'une meilleure économie en général. Après, la question de la redistribution, ces impôts rentrent parfois dans le budget européen, parfois dans le budget national, et sont redistribués globalement à travers la mécanique budgétaire. Et dans un pays où l'impôt en général, le prélèvement public reste le plus important, l'un des tout premiers dans toute l'Europe, et il est trop important, le prélèvement. Il y a toujours des efforts à faire pour qu'il soit plus juste, et dans un pays qui reste celui, et c'est notre honneur, où le système de protection sociale est l'un des plus les plus efficaces, je crois, et les plus importants par rapport à d'autres pays. Donc après, la question, M. Guiraud, c'est toujours une question qu'on doit se poser, quel que soit l'endroit où on siège dans cet hémicycle, c'est comment on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Comment on peut améliorer l'efficacité publique avec les agents publics, avec les fonctionnaires. Moi, je suis un grand partisan des services publics, donc et je veux qu'on les respecte, comme je l'ai dit. Je pense qu'avec eux, parce qu'il y a des réserves formidables d'idées, si on veut bien associer les gens, les écouter, pour améliorer le fonctionnement de la puissance publique en direct, les gens des services de l'État ou des agences ou des services ou des opérateurs de l'État. Il y a un effort très important qui est d'intérêt national, qui devrait être d'intelligence nationale d'ailleurs, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique avec les agents publics. Donc voilà, on reste un des pays où l'impôt existe, vous l'avez dit, où il rapporte selon les taxes ou les éléments de fiscalité plus ou moins d'argent, qui redistribue beaucoup. Je pense que la question d'efficacité de la dépense publique est une question que, quels que soient les gouvernements dans les années qui viennent, nous devrons nous poser. Pardon, micro, monsieur. Bon, je passe sur ce que vous appelez des petites polémiques. Je veux bien passer là-dessus. Moi, je pense que 20 députés pour voter votre budget, si je crois que le bloc central vous a manqué. Mais sur la TVA,
J'y reviens parce que vous évoquez quelque chose de plutôt vertueux. Vous dites, si je ne trahis pas vos paroles, que ça traduit un niveau de consommation et d'investissement. À aucun moment, vous ne mettez cela sur la cause de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix, qui est payée par les Français. Je dis ça parce que à partir du moment où on fait un constat un peu plus négatif sur justement l'évolution de l'argent de la TVA qui est due à la hausse des prix que les Français subissent durement, il faut quand même se demander où va cet argent. Vous parlez de redistribution, moi c'est ce sur quoi je vous interroge. C'est qu'à aucun moment, par exemple, vous ne vous êtes demandé avec vos services si les 60 milliards d'euros qui étaient transférés de la TVA depuis le budget de l'État vers celui de la sécurité sociale pour faire des compensations d'exonération sociale, pour compenser ces exonérations-là, à aucun moment, il y a quelques milliards au moins, je ne dis pas l'entièreté de la somme, on peut avoir nos désaccords politiques, qui auraient pu être rediscutés dans le budget. De la même manière qu'au niveau des 50 milliards d'euros d'argent de la TVA qui sont transférés du budget de l'État vers les collectivités pour compenser des suppressions d'impôts de production ou de taxes d'habitation, à aucun moment, vous ne vous demandez donc avec vos services si une partie de cet argent ne peut pas être utilisée pour redresser au moins les comptes publics. Évidemment, la productivité ou la recette en matière de TVA est liée à l'inflation aussi. Évident. Je vous ai dit simplement que le volume des recettes de TVA, qui augmente, comme vous l'avez dit, très fortement depuis 10 ans, est aussi un indicateur d'une activité. Quand il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de consommation d'investissement, il y a moins de TVA. Donc, un des éléments constitutifs des recettes de cette TVA est lié à l'inflation, comme vous l'avez dit. Après, oui, je me pose des questions. J'ai pas beaucoup de temps pour toutes les traiter. Je me dis naïvement que vous allez me donner du temps. Vous ne m'en avez pas donné. Donc je fais le budget aussi vite que je peux, dans un délai contraint comme jamais, je crois, un Premier ministre de la Ve République n'en a eu, pour faire le budget, les deux budgets, et nous avançons, mais on a ouvert certains sujets. Par exemple, sur des exonérations de charges sociales, on a ouvert le débat. Donnez-moi au moins acte de ça. Pas toujours, d'ailleurs, avec un accueil enthousiaste de tout le monde, mais on a essayé d'ouvrir le débat. Donc oui, je pense que j'aurais ouvert certains des débats que vous avez évoqués. Après le vote d'un budget imparfait au départ, amélioré grâce au Parlement, s'il avait été voté, j'aurais ouvert, dans le cours normal de l'action gouvernementale, des réflexions un peu stratégiques ou de réforme. J'aurais ouvert certains des débats que vous avez évoqués. Je vous en prie, excusez-moi. Très rapidement, parce que je sais que j'excède mon temps de parole, mais ça m'étonne que vous attendiez, on parle de 110 milliards d'euros. 60 milliards d'euros à la Sécu, 50 milliards transférés aux collectivités locales. Moi, ça m'étonne vraiment beaucoup, je vous le dis, que vous attendiez le débat parlementaire et que vous ne soyez pas vous-même force de proposition, même malgré le temps imparti. Mais quand on parle de 110 milliards d'euros, ça me semble être la priorité budgétaire. Alors, vous pouvez ignorer ou effacer cette contrainte-là, mais il se trouve que vous la créez vous-même par l'attitude d'opposition délibérée que vous m'annoncez au lendemain même de ma nomination, alors que je n'ai pas ouvert la bouche, je n'ai pas formé le gouvernement, je n'ai pas encore présenté ma déclaration de politique générale. On me dit « on va vous censurer ». Bon, très bien. Ça veut dire qu'il y a une instabilité et une difficulté pour ouvrir de grands débats, parce que les sujets que vous évoquez, il s'agit de dizaines de milliards d'euros de redistribution, tout ça exige un peu de stabilité et de temps, voilà. Et parfois une majorité pour adopter des réformes. Je ne cherche pas à me protéger, mais il me manque du temps pour ouvrir tous les fronts en même temps. Voilà.